Je vais en profiter pour me tourner vers vous, Younes Belfella. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur à l'Université Paris 8 et directeur du MedFocus, un think tank spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. Merci. Christophe échangeait avec une femme à Israël. Elle parlait de guerre psychologique, que c'était terrible cette attente avec des otages qui sont libérés au compte-gouttes. On imagine que dans l'accord qui a été négocié, le Hamas avait intérêt à ce que ça se fasse au compte-gouttes, jour par jour. Je crois qu'il y avait quand même un bras de fer les derniers jours entre le Hamas et Israël concernant la question de la libération des otages. C'est-à-dire, il y avait un accord cadre qui était fait grâce à la médiation du Qatar et la pression américaine, dont je rappelle que les États-Unis d'Amérique ont joué un rôle décisif concernant cette question des négociations, puisqu'on se rappelle bien qu'il y avait des négociations concernant des otages entre Israël et les Palestiniens, mais ça prenait énormément de temps par rapport à cette fois-ci. Donc, ce qui a changé la donne, peut-être, c'est que on a une opération de libération qui se passe dans la grande discrétion. En même temps, il y avait beaucoup de, je dirais, d'effets psychologiques effectivement dans la question de l'attente et surtout le fait de ne pas savoir les noms des personnes qui vont en sortir des deux parties en quelque sorte, parce que même la liste qui était, parce que bon, Israël a publié en quelque sorte une liste pour les Palestiniens qui sont concernés par la libération, mais en fin de compte, je trouve que il y a quand même des indicateurs très positifs parce que cette libération va ouvrir la porte à une grande discussion concernant pas seulement la question de trêve. J'imagine qu'il va y avoir encore une autre libération. D'ailleurs, il y a une mobilisation aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, il a rappelé quand même qu'il y aura une délégation qatari qui va partir en Israël. Donc, il y a possiblement, vraiment une possibilité d'avoir une nouvelle libération. Mais ça ne veut pas dire que la guerre a terminé. Donc, la tension, c'est aussi le fait d'attendre le mardi. La reprise, on va dire, en quelque sorte, de cette guerre. On va y revenir sur cette trêve qui doit durer vers mardi. Mais d'abord, Olivier Routot, je me tourne vers vous. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de première urgence internationale. C'est inimaginable pour nous d'imaginer ce que ces gens ont pu vivre, ces otages qui certainement été déjà libérés hier, 24, et là, les 13 otages qui doivent être libérés aujourd'hui, où il y aura encore des enfants. Ah bah, on peut tout à fait imaginer le soulagement que c'est de pouvoir assister à cette libération pour leurs familles, pour leurs proches, pour tous les gens qui évidemment ont été touchés par ces drames. Imaginer ce qu'ils ont vécu, non, c'est absolument inimaginable. Je pense qu'il faut s'en référer tout simplement au caractère complètement inhumain de ce que constitue une prise d'otage, et évidemment c'est totalement inimaginable. Merci beaucoup, Olivier Routot. Et justement, je le disais hier, ce sont 24 otages qui ont été libérés, des femmes, des enfants israéliens, ainsi que 10 Thaïlandais et un Philippin. Ils ont retrouvé leurs proches après 7 semaines de captivité. Agnès Varamian. Encore quelques pas dans le couloir et il retrouve sa famille. Orad Mander, 10 ans, enfant ex-otage. Il tombe dans les bras de son oncle et son père, lui, accueille sa femme, elle aussi, ex-captive. Enfin, la grand-mère, prisonnière du Hamas. 3 générations étaient enfermées ensemble. Ils sont libres. Orad Mander avait fêté ses 10 ans à Gaza. Le voilà entouré de l'amour des siens. Photo émouvante des retrouvailles comme celle de Amelia, 5 ans, ex-otage elle aussi, qui serre dans ses bras sa grand-mère après 49 jours aux mains du Hamas. Et puis il y a le sourire des Thaïlandais. Hier soir, tous ces ex-otages ont été ramenés en hélicoptère dans des hôpitaux israéliens. C'est là qu'ils ont pu retrouver les leurs et recevoir les premiers soins. Leur condition physique est bonne et ils suivent des examens médicaux. Nous évaluons aussi leur santé psychique. Et hier soir, à Tel Aviv, des Israéliens célébraient le retour des otages. De la joie, mais avec retenue. On est très content de voir ceux qui reviennent, mais on est encore inquiet pour les 240 qui restent. Ce matin en Israël, les vidéos de retrouvailles se multiplient. Mes amours, je vous ai manqué. Vous avez pensé à papa? Doron, la mère, Raz et Aviv, les 2 petites filles, étaient otages à Gaza. Leur père les embrasse et promet que sa famille se relèvera de ce traumatisme, que désormais il est là pour les protéger.
Et Younes Belfella, je voulais vous poser une question sur le profil des otages qui ont été choisis jusque-là. On l'a vu, bon, des enfants, des femmes âgées, des mères, et aussi, par exemple, des Philippins, des Thaïlandais, enfin un Philippin, des Thaïlandais. Ça va être à peu près le même genre de profil aujourd'hui. C'est ce qu'on attend, même si, bien sûr, leur identité ne sera confirmée qu'à la dernière minute. Parce que c'est dans l'intérêt du Hamas. Non, je crois qu'en fait, il y avait une pression occidentale très forte de la part des États-Unis, de la France. Et donc forcément, en fait, la libération, je crois... Mais justement, il n'y a pas eu de franco-israélien. Jusqu'à maintenant. Mais la priorité, elle était donnée pour les étrangers et pour les binationaux. Ça se voit d'ailleurs. Il y a beaucoup d'échos en Israël qui parlent de cette... Ça va redonner encore une autre pression sur le gouvernement israélien. Parce qu'effectivement, les Israéliens, maintenant, ça va rester vraiment le dernier rempart, on va dire, pour le Hamas. Mais ce choix de priorité qui était donné pour Hamas, c'est effectivement aussi pour montrer une position politique. Parce que clairement, le Hamas, à travers ce qu'elle a fait depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, elle gagne beaucoup de points sur le champ politique. Pas seulement en tant que, je dirais, acteur qui confirme sa stature nationale et religieuse vis-à-vis des Palestiniens et qui réussit à faire libérer les Palestiniens, et ça c'est un point et un élément qui est essentiel, mais également en tant qu'acteur qui détient aujourd'hui la cause palestinienne et le leadership de cette question par rapport à toute la région du Moyen-Orient qui arrive à négocier avec les États-Unis, même si indirectement à travers le Qatar. Maintenant, la question qui s'impose par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui concernant cette question des otages, c'est d'abord je dirais le nombre qui va rester des otages dans les mains du Hamas, les militaires des otages, et ça c'est un élément qui va être joué en négociation par le mouvement du Hamas, et troisièmement les effets sur la guerre, c'est-à-dire que est-ce qu'il y aura un changement dans la vocation de la guerre, les enjeux par rapport aux Israéliens. Là on est sur 4 jours de trêve. C'est un grand travail des services de renseignement israéliens parce que ça va servir en quelque sorte à rechanger la donne pour avoir des opérations avec un caractère spécial, avec des opérations plus ciblées que les bombardements intensifiés d'avant. Parce que là, on sait que sur les otages qui sont revenus, évidemment, les enfants n'ont pas été débriefés par les services secrets israéliens, mais les adultes, oui. Alors, on ne sait pas... Peut-être que vous le savez, s'ils ont pu obtenir déjà quelques éléments d'information. Non, je crois que c'est ça, parce que le jeu, effectivement, c'est qu'il ne faut pas donner beaucoup d'informations. Et je crois que ça, c'était quand même, on va dire, un gentleman agreement qui a été fait entre les différentes parties dans la négociation. Et je crois que c'est aussi la demande d'Israël avant les autres parties, parce qu'on sait parfaitement qu'il y aura beaucoup de... Il s'agit d'une guerre informationnelle. Donc, forcément, l'enjeu de publier trop concernant cette question va créer beaucoup de tensions, voire des pressions politiques. Maintenant, ce qui peut vraiment donner un indicateur positif, c'est effectivement... Est-ce que cette négociation peut contribuer par la suite à un cessez-le-feu? Et ça, je vois qu'il y a le secrétaire général de l'ONU qui parle de cette question, des déclarations européennes que je peux dire vraiment qui changent la situation par rapport à la déclaration de la Belgique. On va y revenir. Donc, voilà, on va y revenir sur cette trêve, sur ce cessez-le-feu en vigueur avec Marina sur notre plateau. Mais d'abord, en vertu de cet accord donc, qui a été passé entre le Hamas et Israël, 39 prisonniers palestiniens, 24 femmes, 15 adolescents ont été libérés hier en échange des otages. La plupart purgeaient des peines pour avoir jeté des pierres ou s'être confrontés aux forces armées. Stéphanie Pérez. Le bus de la Croix-Rouge s'avance dans la nuit à Bétouna, en Cisjordanie. À l'intérieur, V de la victoire pour ces Palestiniennes qui viennent juste d'être libérées par Israël. Sous les applaudissements de la foule en liesse, au milieu des drapeaux palestiniens et de l'étendard vert du Hamas, les anciens prisonniers sont accueillis en héros. Comme Hanan al-Barghouti, 59 ans, arrêté il y a 2 mois, accusé par Israël d'avoir transféré de l'argent au Hamas. Sans la résistance de la population de Gaza, nous n'aurions pas connu la liberté. Nous étions à l'intérieur de la prison, nous avons énormément souffert. Hier, ce sont 39 prisonniers palestiniens qui ont été libérés, 24 femmes, 15 mineurs, aucun homme adulte. La plupart purgeaient des peines pour avoir jeté des pierres ou s'être confrontés aux forces armées israéliennes. C'est le cas de Fatima Chahine, évacuée dans cette ambulance. Elle a été blessée près de Bethléem lors d'affrontements en avril dernier. Sa famille la retrouve avec soulagement.
C'est un sentiment indescriptible que de retrouver ma famille et les gens. Je suis vraiment heureuse de faire partie de l'accord, bien sûr. Je salue la résistance qui m'a fait sortir et je souhaite la même chose pour le reste des prisonniers. Mais en même temps, ma joie est incomplète à cause de nos martyrs à Gaza. Un autre groupe de 42 prisonniers devrait sortir de prison aujourd'hui. Selon l'accord conclu avec Israël, 150 Palestiniens pourraient être relâchés au total, à la grande satisfaction du Hamas, qui tente de capitaliser sur ces libérations. Younes Belfella, on le voit, le terme de l'accord, c'est un otage israélien contre 3 Palestiniens. Et on a pu entendre de la part du gouvernement israélien que dans le choix des détenus palestiniens relâchés, il fallait qu'il n'ait, je cite, pas de sang sur les mains. Je crois qu'ils ont commencé par les enfants mineurs, parce qu'il y avait quand même à peu près 200 enfants. Il y avait aussi 78 femmes. Donc le choix, effectivement, il était fait pour les femmes et les enfants. Mais ce qui est sûr, d'après ce qu'on voit déjà dans le reportage, c'est la popularité du Hamas. C'est-à-dire, ce qui a fait le Hamas politiquement aujourd'hui, c'est qu'elle a fait l'enterrement des accords d'Oslo. Et le grand perdant là-dessus, c'est l'autorité palestinienne, qui perd beaucoup d'influence en Cisjordanie. Et en quelque sorte, je trouve que le Hamas a soudé les Palestiniens autour d'une vision commune qui est que, en fin de compte, c'est les rapports de force qui règnent et qu'on ne peut pas gagner cette bataille sans faire ce qu'on a fait le 7 octobre. Et ça, c'est un élément vraiment de risque majeur dans la région. Ça veut dire que la dissuasion régionale d'Israël était touchée. Et donc, ça va encourager d'autres mouvements. Je peux penser au Hezbollah, je peux penser au djihad islamique, à d'autres mouvements dans la région, d'aller loin dans cette piste militaire. Et bien évidemment, le risque, on va dire, géopolitique dans la région, il est très élevé. Par contre, là, il y a un élément aussi qui est très intéressant, c'est la déclaration de Joe Biden qui parle et qui voulait commenter en quelque sorte ce qu'a fait le Hamas. Et il a dit que le Hamas a tropillé la normalisation attendue entre l'Arabie saoudite et Israël. Elle a saboté le projet économique du passage de l'Inde vers l'Europe à travers les autorités palestiniennes. Et ça, c'est des éléments géopolitiques extrêmement importants qu'il faut les prendre en considération. Justement, Marina, je me tourne vers vous, vous êtes en plateau avec nous. Cette libération, on a vu les conditions en échange de prisonniers palestiniens, avec en plus adjoint par chaque jour des otages sont libérés, chaque jour un jour de trêve est observé. Et cette trêve, elle doit durer jusqu'à mardi prochain. Oui, normalement, mais elle pourrait être prolongée. Vous avez parlé de cette trêve, elle est reconductible. C'est vraiment dans l'accord qui a été signé. L'accord exact, ça dit un jour de trêve pour 10 otages. Ça, c'est ce qui a été négocié, donc une pause étendue. C'est pas un cessez-le-feu. La guerre va reprendre à un moment. D'ailleurs, un membre de l'armée israélienne l'a reprécisé ce matin. Écoutez-le. Après la fin de cette trêve, les forces israéliennes vont reprendre leur action pour se rendre à de nouveaux endroits, là où l'ennemi s'est déployé, dans ses repères, ses tunnels et ses centres de gravité, y compris dans la partie sud de la bande de Gaza. Vous le voyez, hein, il ne donne pas exactement une date, il ne donne pas exactement un jour pour la reprise de cette invasion, cette opération terrestre. Donc ça laisse penser qu'une trêve prolongée est envisageable et ça convient bien aux puissances étrangères et notamment aux Américains. Younes, vous parlez de Joe Biden, je vous propose de l'écouter sur ce sujet. Au cours des prochains jours, nous nous attendons à ce que des dizaines d'otages retournent auprès de leurs familles. Nous nous souvenons également de tous ceux qui sont toujours détenus et renouvelons notre engagement à œuvrer également pour leur libération. Il s'agit pour le Premier ministre de se concentrer sur la baisse du nombre de victimes tout en s'efforçant d'éliminer le Hamas, ce qui est un objectif légitime qu'il s'est fixé. C'est une tâche difficile et je ne sais pas combien de temps cela prendra. On a vu Pardon, excusez-moi Marine, on a vu que je voudrais juste commenter un peu ce que disait en fait Joe Biden. On l'entend en fait dans ce qu'il dit. Il y a un enjeu, c'est qu'il ne prononce pas le mot de cessez-le-feu. Il parle d'une pause qui peut être donc relancée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une vache sacrée dans les pays occidentaux, c'est le droit d'Israël à se défendre et demander un cessez-le-feu, c'est aller contre ce droit. Donc on voit que vraiment ils sont on marche sur des œufs quand on parle, même quand il s'agit de Joe Biden. Cette pause, elle tombe quand même à pic pour les Occidentaux, parce que dans leur pays, ici en Europe, mais aussi aux États-Unis, il y a une pression de plus en plus forte de l'opinion publique face à ce qu'on voit, les images qui remontent de Gaza. Olivier Routot, justement, je me tourne vers vous, je rebondis sur ce que Marina vient juste de nous dire. Il y avait une pression de plus en plus forte face à une situation qui devient dramatique, une situation humanitaire à Gaza qui inquiète.
Bah oui, je crois qu'il faut quand même pas oublier effectivement cette situation. Cette trêve, elle est à souligner, elle dit plusieurs choses. Elle dit déjà que c'est un répit pour les populations à Gaza. C'est un répit tout simplement pour trouver un petit peu de paix, un petit peu de sécurité quelques jours, ne plus craindre à chaque instant la mort tout simplement. Deux, c'est une fenêtre. C'est quand même une fenêtre pour organiser des opérations humanitaires, faire rentrer plus de camions, faire rentrer plus d'aide. Et ça, faut pouvoir en profiter au maximum. Mais c'est surtout un chemin. C'est un chemin parce que, comme vous l'avez dit, il faut aller vers un cessez-le-feu. Il faut aller vers une cessation totale des combats pour pouvoir tout simplement faire face à l'ampleur de cette situation humanitaire. Parce que je pense qu'il y a un paradoxe. Cette trêve, elle permet aussi de voir la situation, d'analyser le terrain, d'aller un petit peu plus loin et de se rendre compte finalement de l'ampleur de la destruction de Gaza aujourd'hui. Justement, alors Xavier Chemiseur, hein, vous êtes en direct depuis la rédaction de France 24. Je me tourne vers vous parce que 200 camions de convois humanitaires doivent arriver dans la bande de Gaza avec de l'eau, de la nourriture, des médicaments. C'est en fait le plus gros convoi depuis le début du conflit. Le plus gros convoi depuis cette semaine, ce sont les Nations Unies qui l'annoncent. 200 camions d'aide humanitaire, mais aussi 4 camions d'essence et 4 citernes de gaz. 200 camions par jour, c'est bien, mais tout le monde s'accorde à le dire, c'est encore très largement insuffisant. Insuffisant pour répondre aux besoins de près de 2 millions de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments, rappelle le Croissant Rouge palestinien. Mais cette entrée de camions bloqués à la frontière, c'est forcément bon à prendre, alors que la famine guette. Quant au carburant, faut-il le rappeler, c'est un peu le nerf de la guerre. Il sert notamment à alimenter les générateurs électriques, notamment ceux des hôpitaux. Le carburant livré précédemment a permis de faire fonctionner à nouveau certains puits de certaines stations de pompage dans le sud de Gaza. La situation est beaucoup plus préoccupante naturellement dans le nord. Les stations de traitement des eaux usées ne fonctionnaient pas en raison des dégâts et des pénuries de carburant. Et les eaux usées se sont répandues dans les rues de près de Rafah d'ailleurs ces dernières semaines. C'est l'envers du décor, la situation peu avouable de l'enclave avant cette trêve. Officiellement, pas de carburant pour ne pas que le carburant ne tombe aux mains des combattants du Hamas. Aujourd'hui, eh bien, la situation humanitaire à Gaza préoccupe. C'est le cas, la question qui touche le sort d'1 700 000 Palestiniens actuellement considérés comme déplacés internes dans à peu près un peu plus de 150 centres d'accueil, des centres naturellement surpeuplés. Merci Xavier Chemiseur. Je me retourne à nouveau vers vous, Olivier Routot. On l'a vu notamment, les hôpitaux avaient un besoin cruel de tous les besoins, de tous les produits de première nécessité. Il n'y avait plus d'antidouleur, il n'y avait plus rien pour opérer les gens. Tout à fait. On est dans une situation qui dépasse évidemment l'imaginable. Hein. C'est-à-dire que du coup, on est dans une situation où il y a 2 millions de personnes qui sont en situation de besoin d'urgence humanitaire, c'est du jamais vu, et avec effectivement des moyens qui sont extrêmement limités. Donc il faut souligner effectivement le fait que ça augmente grâce à cette trêve ces jours-ci, mais que c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins, qu'il va falloir pouvoir continuer cette trêve. On parle beaucoup de l'aide qui rentre, mais il faut aussi pouvoir faire rentrer du personnel humanitaire, il faut pouvoir faire rentrer effectivement plus de fuel pour que les moyens de faire fonctionner les hôpitaux, les stations de pompage puissent continuer dans la durée. On est sur une population qui est épuisée aussi, il faut en parler, des travailleurs humanitaires qui sont épuisés, et donc il faut absolument prolonger cette trêve pour que l'aide puisse être efficace et efficiente dans la durée. Merci beaucoup Olivier Routot, on aura entendu votre appel. Merci d'avoir été avec nous sur France Info. J'avais une dernière question pour vous, Younes Belfella. Xavier Chemiseur nous le disait, l'inquiétude d'Israël avec ces camions chargés de carburant qui sont livrés, c'est que ça puisse tomber entre les mains du Hamas. Oui, c'est un risque qui est très élevé. Le Hamas, effectivement, va changer sa stratégie, va profiter de la trêve pour, bien évidemment, changer sa mobilisation dans la bande du Gaza. Et donc, je crois qu'aussi, comme le 7 octobre, il y avait un avant et un après, la trêve aussi, il y aura un avant et un après. Merci beaucoup, Younes Belfella, d'avoir été avec nous. Merci.